400 décideurs, managers, chefs d'entreprise réunis pour penser l'humain ou pour réfléchir en tout cas dessus. Oui, moi je trouve ça intéressant qu'ils sont ouverts à ça, d'entendre le comportement d'animaux. Et bien sûr, eux, ils sont dans des décisions constamment de soit coopérer, soit compétiter, c'est ça? Compétiter? Oui, alors ils sont intéressés dans le comportement animal et moi je suis content de leur parler de ça. Vous, les découvertes que vous faites autour de l'empathie dans le règne animal, ça remet en cause quand même un certain nombre d'idéologies ou de croyances en tout cas, comme quoi la compétition est instaurée par le règne animal et que donc une sorte de bon, tout ce qu'on appelle le darwinisme. Vos découvertes remettent en cause beaucoup de ces croyances-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, souvent la nature est utilisée comme justification d'une société basée sur la compétition, comme si la compétition c'est tout ce qui existe dans la nature. Et même Darwin ne pensait pas comme ça, je crois. Darwin savait très bien qu'il y avait beaucoup d'animaux qui survivent par coopérer. Et tous les animaux qui habitent dans des groupes, comme la fourmi, aussi le singe ou le loup, ils sont dans des groupes pour une raison. Ils pourraient vivre seuls. S'ils pourraient vivre seuls, ils préfèrent ça, mais ils vivent tout ensemble parce qu'ils sont mieux ensemble que tout seuls. Et il y a beaucoup d'espèces coopératives. Et bien sûr, entre groupes, ce n'est pas toujours coopératif. Entre groupes, ça peut être très compétitif. Mais dans le groupe, il y a beaucoup de coopération. Et est-ce que du coup, nous humains, on vivrait plus heureux si on était plus en phase, disons, avec notre empathie? Ben, je crois que pour les humains, c'est important de se réaliser qu'on a, en fait, on a une espèce coopérative. Qu'on accepte la compétition, bien sûr. Dans le groupe, on accepte la compétition et entre groupes, on accepte ça. Et parce qu'il y en a toujours des intérêts différents qui font qu'on n'est pas d'accord avec d'autres. Mais à la fin, il faut qu'on reste ensemble et qu'on ait une certaine solidarité avec l'autre aussi. Alors, je ne suis pas sûr que je peux dire que le message de nature, c'est un message socialiste ou quelque chose comme ça. Moi, je crois que ce n'est pas ça que je veux dire. Que je veux dire qu'il y a deux côtés et on trouve tous les deux côtés chez d'autres animaux. Parce que vous disiez aussi que si nos ancêtres avaient été totalement solitaires, l'espèce humaine se serait littéralement éteinte. Oui, en fait, on ne peut pas vivre solitaire. Une de nos plus grandes punitions pour les criminels, c'est mettre en prison solitaire. C'est une punition. Et exactement parce qu'on n'est pas une espèce solitaire du tout. Et votre ouvrage, L'âge de l'empathie, qui est sorti en 2010, est-ce qu'il a reçu un bon accueil? Est-ce que vous avez beaucoup bousculé aussi par ce que vous dites? C'est un bon accueil ici en France aussi. Ça marchait très bien en France, en États-Unis aussi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la perception que la nature est basée sur la compétition et les lois des plus forts et tout ça. Ils ont pris ça comme un message alternatif. Pas forcément que je dis qu'il n'y a pas la loi de plus fort, parce que ça existe quand même. Mais qu'il y a tout cet autre côté qui était négligé, je crois. Et pas seulement chez les animaux, mais aussi chez l'homme. Et depuis la crise de 2008, la crise économique, les gens ont commencé, en États-Unis au moins, mais peut-être ici aussi, à penser un peu différent de leur société. Parce que clairement, le principe qu'ils avaient, ils avaient une sorte de système financier dérégulé. Ce système n'a pas marché, n'a pas fait son boulot en fait. Et maintenant, tout le monde est en train de penser comment on peut reconstruire la société humaine de façon mieux. Sur quoi vous travaillez actuellement? Parce que votre livre est sorti en 2010, donc j'imagine que vous avez continué à travailler. Ouais, on continue à faire des choses sur la coopération. On fait maintenant des situations de coopération avec le singe dans un grand groupe. Au lieu de mettre deux individus ensemble qui peuvent coopérer, on leur présente une situation de coopération dans le groupe, ce qui veut dire qu'il y a toutes sortes de compétitions qu'il faut qu'ils résoudent avant qu'ils peuvent coopérer. Et on fait aussi encore le travail avec des éléphants, des choses comme ça. Oui.
Et vous nous parliez des éléphants, que vous travaillez avec les éléphants d'Asie. Ça, c'est un animal qui a été assez peu étudié ou en tout cas mis en expérience? Oui, tout le monde sait que les éléphants sont intelligents et qu'ils ont certaines mémoires et tout ça. Tout le monde sait ça, mais il y a très peu de tests. Il y a extrêmement peu, par exemple avec les chimpanzés, avec d'autres animaux comme les rats, on fait des milliers de tests pour tester leur cognition et sur les éléphants, il n'y a presque rien. Et c'est partiellement parce que les éléphants sont très dangereux, sont très durs à travailler avec des éléphants. Et avec les éléphants africains, c'est presque impossible de faire ce genre de tests. Mais les éléphants asiatiques sont plus dociles et souvent ils sont contrôlés par des gens qui l'ont entraîné depuis qu'ils sont jeunes. Et nous, on exploite cette situation. On prend des éléphants qui sont entraînés pour leur présenter avec des situations nouvelles pour les tester. Et donc ça, c'est un travail que vous faites en Asie, en Thaïlande Oui. précisément, c'est ça? Oui, en Thaïlande, j'ai fait ça avec Josh Plotnick. On a 30 éléphants dans un resort et oui. Merci beaucoup, Franz Deval.